Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. Affaire Bamba Fall et compagnie. Les avocats de la défense ont boycotté l'interrogatoire car, disent-ils, ils sont privés de parole par le doyen des juges. Les présumés coupables du saccage du siège du Parti socialiste font l'objet d'un troisième retour de parquet. La hausse du prix sur le ciment surprend à Rufisque. Les consommateurs disent ne pas comprendre cette hausse dans un contexte de concurrence avec l'arrivée d'une troisième cimenterie. Le ton est monté à l'ISRA. Les travailleurs de la boîte en sit-in dénoncent les conditions de travail de l'entreprise au sein de l'entreprise avec 6 mois d'arriérés de salaire. Le directeur général de la boîte parle plutôt de rigueur. Vous l'entendrez dans ce journal. La chronique du vendredi, Mohamed Papis Diaw s'intéresse au projet de loi portant augmentation du nombre de députés. Et puis à suivre en fin de journal, l'invité du 20h. Il s'agit du professeur Sambatiam, directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Il sera avec Mamoudou Ibrakan. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les avocats de Bamba Fall et compagnie ont boycotté l'interrogatoire de leurs clients car ils ont été privés de parole par le doyen des juges. Les présumés coupables du saccage du siège du Parti socialiste font l'objet donc d'un troisième retour de parquet. Les avocats, eux, voulaient plutôt une liberté provisoire. Ces derniers seront entendus lundi prochain. Je vous propose d'écouter Maître Elas Diouf, interrogé par Pape Faraning et Younous Diatta. L'article 5 du règlement 5 de l'UEMOA. Ces dispositions ont été intégrées dans notre droit positif par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que disent ces dispositions? L'avocat défend, assiste son client dès son interpellation. Et dans le cadre de l'exercice de cette défense, l'avocat peut demander à tout moment la liberté provisoire pour son client. Et le doyen des juges a dit qu'il ne donne pas la parole aux avocats pour poser des actes, pour demander la liberté provisoire pour leurs clients. Une violation grave des droits de nos clients. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes concertés, nous les avocats de la défense, de Bamba Fall et autres, pour quitter le bureau du doyen, pour boycotter l'interrogatoire de nos clients, pour lui montrer, lui signifier que nous ne sommes pas des meubles en son cabinet. Le socialiste Barthélémy Diaz, présent sur les lieux, soutient que l'Assemblée nationale ne peut pas être instrumentalisée et le procureur de la République est très mal placé pour demander la levée de l'immunité parlementaire d'Aminata Diallo. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Alassane Ba et Younous Diatta. L'Assemblée nationale du Sénégal ne peut aucunement être instrumentalisée. Je rappelle que des combats majeurs ont été menés dans cette Assemblée, dont le combat du 23 juin. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation. Dans le cadre d'un combat politique, interne à une formation politique, régler des comptes en instrumentalisant ou en cherchant à instrumentaliser aujourd'hui une institution aussi prestigieuse que l'Assemblée nationale. Je rappelle que le procureur de la République, je suis au regret de le dire, il est très mal placé pour demander la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Aminata Diallo. Il y a quelques jours de cela, des jeunes de l'APR ont incendié le siège de l'APR à Fatick. Et je rappelle qu'il n'y a pas besoin de plainte parce que c'est une information qui a été connue de tous. Et je rappelle qu'un incendie, c'est un crime. Aucune photo sur laquelle l'honorable député Aminata Diallo est montré en train de poser des actes qui sont interdits par la loi. Ce qui se passe présentement dans ce pays, c'est de l'acharnement. Barthélémy Diaz, nous allons à la municipalité dirigée par Bamba Fall. Le travail suit son rythme normal, même si les agents n'ont pas le cœur à l'ouvrage. Les Médinois aussi disent avoir vécu cette affaire avec regret et tristesse. Un reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Léa Niafouna. 11h30 à la mairie de la Médina, ce n'est guère l'ambiance des beaux jours. L'on travaille, parfois discute,
Des visiteurs entrent et sortent. L'absence de Bamba Fall se fait bien sentir. C'est une situation très difficile, non seulement pour ceux qui sont dans l'institution, mais pour les populations de la Médina. Et si l'on se rend compte de ce qu'il représente pour la Médina, c'est une situation extrêmement difficile. La surprise est grande, les mois manifestent. Tous les grands partis vivent des contradictions, vivent même des chocs. Mais au-delà de ces chocs, il y a toujours un retour à l'accalmie, à la concertation, au dialogue. Ça fait 10 mois que nos éléments traînent devant la DIC. Des allers et retours à n'en pas finir. Mais on croyait que cette situation, qui est éminemment politique, pour des causes politiques, devait être gérée politiquement avec des solutions politiques. Affaire politique ou pas, les Médinois gèrent difficilement. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Ça ne veut pas dire qu'il m'a fait du bien ou bien qu'il m'a soutenu. Non, non, non. Par rapport, tout le monde dit du bien à lui. Nous sommes vraiment désemparés. Que ce soit les notables, les délégués de quartier, les responsables de famille, nous sommes tous tristes. Bamba Fall a aidé beaucoup de jeunes à trouver du travail. Il ne mérite vraiment pas ce qui lui arrive. À la mairie, chez les populations, consternation. Les activités continuent, mais l'absence de Bamba Fall pèse sur eux. Toujours sur le chapitre judiciaire, placé en détention depuis un certain nombre de jours, les paysans de Diokoul retrouvent une liberté provisoire. Le délibéré a été renvoyé jusqu'au 25 janvier. Ils sont accusés d'avoir détruit des biens appartenant à autrui par la société indienne Sénéginga, à qui le maire de la localité a octroyé 1000 hectares de terre de la localité sans l'accord des producteurs. Le procès qui a eu lieu en présence massive des villageois a été aussi suivi par le leader de la LDMPT, Mamadou Ndoye, qui était venu assister un de ses camarades qui figure parmi les accusés. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Tierno-Fall. On se demande au Sénégal qu'est-ce qui se passe, puisque c'est des gens qui spolient les populations et qui après traduisent les dirigeants de ces populations au niveau de la justice, alors que c'est le contraire qui devrait être observé. Et aujourd'hui, ce que le procès a montré, c'est qu'ils utilisent non seulement de fausses accusations, mais ils ont derrière eux des autorités, y compris des autorités administratives, qui les appuient dans cette démarche-là. Et c'est pourquoi, en réalité, on a pu mobiliser tout l'appareil répressif pour pouvoir faire taire les dirigeants de ces populations, en somme faire accepter à ces populations le fait accompli. C'était l'objectif de ce procès. Mais cet objectif est complètement raté et les populations pourront non seulement crier victoire, mais continuer leur lutte pour pouvoir conserver leurs moyens de subsistance qui sont ces terres-là. Mamadou Ndoye, leader de la LD et non LD-MPT. Je vous l'annonçais dans les titres. Hausse sur le prix du ciment à Rufisque, capitale du ciment. Justement, les consommateurs se disent surpris par une telle flambée. Des consommateurs qui ne peuvent pas comprendre une telle hausse dans un contexte de concurrence avec l'arrivée d'une troisième cimenterie. Un reportage signé sur place, Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Dans les différents points de vente, la hausse du prix du ciment est effective. 5 900 de plus sur la tonne selon les quotataires et revendeurs. Une hausse survenue dans un contexte de concurrence est mal accueillie chez les consommateurs rufisquois. Pose la question de ça, je ne connais pas encore la réaction de l'UNACOIS qui est là pour défendre les consommateurs. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir, mais ça, ce n'est pas une bonne chose. D'autant plus que ça vient de la Sococim. Quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et on ne peut pas l'expliquer, dans la mesure que nous avons 3 cimenteries ici au Sénégal. Et rien pour l'instant ne venait pour présager par exemple de la hausse du prix du ciment. Ça fait mal pour eux parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter plus. Malgré qu'il y a des gens qui ont les moyens d'acheter, mais il y a des gens qui ne peuvent pas acheter actuellement 10 tonnes ou 4 tonnes ou 5 tonnes pour faire leur bâtiment.
des consommateurs qui attendaient une baisse du prix du ciment et non cette hausse. À partir du moment où l'État a consenti une diminution des taxes de la Sococim, je pense que la Sococim, la moindre des choses, c'était un petit peu de suivre un petit peu la politique de l'État qui consiste à protéger les consommateurs. Alors s'ils ne le font pas, c'est parce qu'en fait, ils continuent effectivement à léser les consommateurs, à investir peut-être ailleurs. C'est comme moi, par exemple, le prix du pétrole a largement baissé. Où on a fait des exonérations aux cimenteries sur place, surtout la Sococim, ici à Rufisque. On ne peut pas comprendre que, par exemple, que l'on procède à une baisse de ciment. Vraiment, c'est extraordinaire. Selon vous, cette hausse ne se justifie pas? Elle ne se justifie pas, elle n'a aucune raison d'être. Du côté de la cimenterie, nous avons tenté de joindre le service commercial, mais en vain. Toutefois, le directeur général que nous avons interpellé récemment sur une possibilité de baisse du prix du ciment affirmait que le Sénégal est parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest où le prix du ciment est moins cher. Les travailleurs de l'ISRA en sit-in ce matin, ils dénoncent les conditions difficiles de travail au sein de l'entreprise et les retards de salaire, de 6 mois des ouvriers. Le directeur général de l'ISRA, quant à lui, a apporté la réplique et parle plutôt de rigueur dans la boîte. Je vous propose de suivre ce reportage signé de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. Les travailleurs de l'Institut sénégalais de recherche agricole de Saint-Louis ont organisé un sit-in ce vendredi. À l'origine de leur mouvement d'humeur, les mauvaises conditions de vie dans le centre. Pour les travailleurs, l'insécurité règne à l'ISRA. À cela s'ajoute la mauvaise gestion de leur directeur général et le délabrement avancé du bâtiment. Au niveau du centre, nous constatons quand même un état de délabrement très inquiétant. Pourquoi? Parce que allez-y dans les toilettes, voyez les murs s'effondrer. Okay, quand vous quittez le long de ce mur-là, il y a un mur qui s'est effondré. Pour le directeur général de l'ISRA Saint-Louis, les travailleurs ont organisé ce sit-in suite aux décisions prises pour le respect des heures de travail. La coïncidence est troublante. C'est parce que depuis hier, j'ai exigé que les gens respectent les horaires. Ils ont attendu ce moment pour se regrouper et dire pourquoi j'exige que les gens viennent à l'heure. Nous restons à Saint-Louis où les câbleurs sont dans tous leurs états après les opérations de démantèlement menées par la gendarmerie. Ils parlent plutôt de violation de leurs droits et comptent saisir la justice pour arbitrage. Nous écoutons leur porte-parole. Il s'appelle Issa Khaba. Il est interrogé par Ousseynou Diop. Aujourd'hui, ils ont fait démanteler plus de 5 ou 6 réseaux. En ce qui me concerne, ça doit être 15 millions. Et ce n'est pas eux qui vont rembourser ça, ils vont abîmer ces matériels-là. Pourquoi? Pour gagner quelque chose, c'est de la Coupe d'Afrique qui va venir, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Expliquez-nous. Ce qui se passe ce matin, à 7h du matin, on m'appelle sur mon lit, on me dit qu'il y a 4 gars qui sont venus chez toi pour faire, c'est pas moi. J'ai dit qu'est-ce qu'ils sont là-bas? Ils vont par exemple défoncer la porte de votre réseau. J'ai dit qu'il ne faut pas les laisser faire. Si ça dit des gens, c'est des gens qui sont mandatés par l'État, il faut laisser faire. Après, on m'a dit par la suite qu'ils ont amené tout. Nous sommes les mêmes pieds d'égalité dans ces pays. Ils doivent nous laisser tranquilles, travailler. Eux, ils ont comme alibi que nous utilisons leurs chaînes alors que nous n'avons pas besoin de les chaînes et ils le savent. Et Canal encore donne comme alibi, ils disent par exemple qu'ils créent d'emplois, ils payent des taxes. Ils n'ont même pas, chaque région du Sénégal n'a même pas 2 employés. Du côté de Canal+, qui avait déposé une plainte, le responsable local a promis d'apporter la réplique dans les toutes prochaines heures. Les populations de Safana, c'est dans la commune de Simbaning Balante à Sédhiou, elles sont très en colère. Les conditions de vie sont précaires dans cette localité. Manque d'eau, de structures sanitaires, de routes. On voit tout cela avec nos correspondants sur place, Bakary Conté et Salah Samba. Frontalière à la Guinée-Bissau, Safan, village situé dans la commune de Simbandi Balante dans le Balantoukunda, déplore la disparition des 20 millions de francs CFA dédiés à la construction d'une maternité. Nous avons reçu une copie du BCI 2015, signée par le ministre de la Santé, où on devait avoir bénéficié d'une maternité à l'auteur de 20 millions. Mais j'ose assurer que jusqu'à présent, il n'y a pas eu la pose de la première pierre de cette maternité. Alors que nous avons bien la copie du PCI 2015 signée par le ministre de la Santé. Ça nous demande vraiment l'État
de voir où en est le blocage. Les populations fustigent. Parce qu'aujourd'hui, c'est une électrification qu'on ne peut pas avoir à 24 heures sur 24 et qui est excessivement chère. Le plus faible niveau est à 3310 francs par mois. Retour à Dakar, indignation chez l'amicale des éducateurs spécialisés du Sénégal. Cela fait suite à la décision du ministre de la Justice de transformer le centre d'adaptation sociale Sisa Sébikotane en école de formation pour une centaine de militaires et paramilitaires. Cette décision de maître Sidiki Kaba est contraire à la loi selon l'amicale. Les détails avec Aïssatou Paye et Léa Niafouna. La collaboration entre la direction de l'éducation surveillée et la direction de l'administration pénitentiaire ne peut se faire. Incompatibilité des deux entités, l'amicale des éducateurs spécialisés alerte. Parce que nous avons perdu. Pédagogiquement, nous ne pouvons pas cohabiter, mettre ensemble des enfants placés par les tribunaux pour être rééduqués avec 200 élèves qui viennent subir une formation militaire et paramilitaire. Parce que le centre d'adaptation sociale de Sébikotane est un espace qui a été conçu pour la prise en charge d'enfants en situation particulièrement difficile. Des enfants qui présentent une inadaptation assez poussée. C'est ce qui fait qu'ils sont dans ce centre-là. On ne peut pas mettre ces enfants-là avec des militaires et des paramilitaires. D'autant plus que le centre a été conçu pour accueillir 40 personnes. Une décision qui viole la loi. Les enfants qui sont à Sébikotane sont placés par les tribunaux pour enfants du Sénégal. On ne peut pas les déplacer sans une modification de garde. On ne peut pas. Nous qui prenons en charge les enfants quotidiennement, nous savons que pour déplacer un enfant de Pikine à Diourbel, il faut une ordonnance du tribunal pour enfants. Je demande aujourd'hui, et je le dis en face du monde, c'est que les gens reviennent à la raison. Parce que nous sommes aujourd'hui un corps meurtri. Meurtri, les éducateurs spécialisés se disent prêts à dialoguer pour sauvegarder les intérêts supérieurs des enfants. Retenez qu'en ce moment, le centre est occupé par l'administration pénitentiaire. Elle compte faire sortir les enfants du centre avant le 10 janvier prochain. Passation de service au Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Le CNJS a un nouveau président. Khadim Diop succède à Maître Aliou Sow. Atteint par la limite d'âge, Khadim Diop a été officiellement installé donc dans ses fonctions hier jeudi au siège du CNJS, suivant respectivement Maître Aliou Sow et Khadim Diop, toujours au micro d'Ibou Diouf et Ababakar Kamara. Il n'y a pas de doute, parce que Khadim connaît bien cette plateforme. Il a été président du conseil communal de Mekhe. Avant d'être président du conseil national, il a été président du conseil régional de la jeunesse de Thiès. C'est quelqu'un qui connaît le mouvement associatif. C'est quelqu'un avec qui nous avons travaillé et nous lui reconnaissons une rigueur, nous lui reconnaissons aussi une connaissance du secteur et je ne doute pas qu'avec le soutien de ses camarades, de ses amis, de sa famille, qu'il arrivera à hisser encore plus loin le Conseil national de la jeunesse. Je mesure le poids de la charge que la jeunesse sénégalaise vient de me confier. Nous prions le bon Dieu de nous donner la force et l'énergie nécessaire pour répondre aux nombreuses attentes de la jeunesse sénégalaise. Notre mandat sera placé sous le signe de la citoyenneté et de la création de richesses pour apporter de la valeur ajoutée au plan Sénégal émergent. Terminé. Nous voulons remercier solennellement un homme généreux, courtois et disponible, qui nous laisse une plateforme très attractive qu'il a conduit avec beaucoup d'audace et beaucoup de compétences. Et je lance un appel à toute la jeunesse sénégalaise, main dans la main, pour faire du CNJS une plateforme attractive, dynamique, l'une des meilleures plateformes de jeunesse en Afrique. Hommage à Aboubakrin Mbodj suite à son rappel à Dieu. Maître Amadou Ali Kane parle d'un combattant de la liberté, une valeur sûre dans l'univers de la société civile sénégalaise et internationale.
Maître Amadou Ali Kane raconte son compagnonnage avec l'ancien secrétaire général de la RADDHO. Il est avec Ibou Diouf et Younous Diatta. Il a connu et côtoyé l'homme. Maître Amadou Ali Kane rend un vibrant hommage au défunt Aboubakry Mbodj. Avec la RADDHO, il avait fait de la défense des droits de l'indignation face à l'injustice. C'était un homme courageux qui ne craignait pas de prendre position et de dénoncer l'injustice. C'était un homme qui a toujours milité pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'annonce de la disparition d'Aboubakry Mbodj de la RADDHO laisse un vide dans cet univers de la société civile. Que je voudrais témoigner qu'il a rempli sa mission de défenseur des droits humains. Il a servi sa communauté, il a servi les autres, il a mené une vie de combat. L'avocat, Maître Amadou Ali Kane, avait essayé de rassembler la somme nécessaire pour l'évacuation du défunt secrétaire général de la RADDHO en France. Donc dès que nous avons su sa maladie, nous avons pris toutes les dispositions pour l'interner dans une structure de la place. Et lorsque également nous avons su que la maladie nécessitait une évacuation à l'étranger, nous avons lancé un appel en direction des hautes autorités de l'État qui, je viens de vous le dire, ont réagi, en direction de la société civile qui aussi a réagi et en direction de toutes les bonnes volontés dont certaines ont réagi. Aboubakry Mbodj avait consacré toute sa vie aux droits humains et à la RADDHO pour le respect de la dignité humaine. Le corps sera rapatrié très certainement mardi soir par vol d'Air France en provenance de Paris. Selon les dernières informations que j'ai eues, l'enterrement devrait avoir lieu dans son village à Ndorbos, dans l'île à Morphil, dans le Podor. Tout autre chose à présent, une barrière sur la route à hauteur de Nabil Choucair à la Patte d'Oie. Le but est de freiner les accidents trop fréquents sur cet axe. La conséquence, les habitants seront désormais obligés d'emprunter la passerelle. Un reportage signé sur place Momodou Fall et Younous Diatta. Obliger les passagers à prendre les passerelles semble être la bonne solution pour éviter les accidents. À hauteur de l'hôpital Nabil Choucair de la Patte d'Oie, la construction d'une barrière est fondamentale. Une barrière peut bien nous aider, nous les automobilistes. En plus, cela nous protège des accidents. Pourtant, conscients des dangers ou des risques qu'ils encourent, certains usagers préfèrent traverser la route que d'emprunter la passerelle. La passerelle est loin. Des fois, quand on l'emprunte, on est obligé de marcher une centaine de mètres. Pour éviter tout cela, on préfère traverser la route. Bien vrai que c'est dangereux, mais même s'il y avait 10 passerelles, les gens préféreront traverser la route. C'est la cause des accidents. Quand tu freines brusquement, l'autre véhicule qui se trouve derrière peut te percuter. Pour certains, toujours, traverser la route est moins pénible, puisqu'emprunter la passerelle leur cause d'énormes difficultés. Éloigné d'ici. Bon, c'est pour cela que j'ai des problèmes de muscles, quoi. Les nerfs là, bon, ça me fait mal. Si par exemple je les force, bon, ça risque de me créer des problèmes, quoi. C'est surtout ça, ouais. Tu peux tenir compte, Magui. C'est important, quoi. C'est important. Plusieurs accidents ont été notés rien qu'ici, mais cela ne décourage guère les gens, ce qui amène à l'AGEROUTE de construire des barrières pour les obliger à emprunter la passerelle. Un mot de sport avant de clore cette édition, avant la chronique plutôt. Almodou Sport Academy veut mettre en place un centre de formation d'envergure à Guédiawaye. Ce projet estimé à 400 millions de francs CFA va accueillir des talibés et les enfants défavorisés. Les promoteurs ont fait face à la presse hier. Compte rendu. Le sport au service du social. Almodou Sport Academy entend bien œuvrer dans ce sens avec ce projet de construction d'un centre de formation à Guédiawaye. L'objectif de ce centre, c'est de prendre en charge des enfants issus des
Dara ou ailleurs, mais en situation difficile, à qui on veut offrir une seconde chance de réussite professionnelle. Nous envisageons de les recruter à partir de 12 ans. Donc souvent c'est des enfants qui ont abandonné l'école ou bien des enfants qui sont actuellement dans les Dara ou dans d'autres, ou bien même dans la rue. Le mouvement du National populaire sollicité pour appuyer entend accompagner ce projet ambitieux. Quand on voit quelqu'un venir vouloir aider la population, on est obligé et tenu d'être solidaire à lui. C'est des projets humanitaires qui vont revenir vers la population, donc nous avons pensé que c'est ça. Mais au-delà de cela, nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui doit être à tout temps et à tout moment au service de la population. Nous les avons rencontrés il y a 4 mois de cela, on a discuté avec eux. C'était un projet qu'on voulait faire d'abord au niveau national, mais l'ONCAV leur a recommandé de travailler avec l'ORCAV qui est un démembrement de l'ONCAV. Donc ce qu'on a commencé à faire quand même, on peut espérer qu'il y aura des résultats probants. Almodou Sport Academy compte organiser ce 13 janvier un match de gala entre Lyon de 86 et ceux de 2002 avec un lever de rideau, un match de National populaire. La chronique du vendredi à présent s'intéresse à l'adoption du projet de loi portant augmentation du nombre de députés avec l'élection de députés donc de la diaspora dans la prochaine législature. C'est avec Mohamedou Papis Diaw. En voilà 15 autres, 15 nouveaux sièges qui viennent s'ajouter aux 150 déjà existants. L'hémicycle accueillera des parlementaires de la diaspora. Quoi de plus normal que de voir à date l'application d'un des choix ou volonté du peuple. On s'en souvient encore, le 20 mars 2016, les Sénégalais par voie référendaire avaient validé les 15 points objets du dit référendum, dont des députés de la diaspora. Une très vieille revendication des immigrés aux allures d'un supplice. Une sorte d'obsession qui trouve sa raison d'être au seul fait que la vraie thérapie à leurs nombreuses maladies, c'est de leur permettre d'avoir une présence effective à l'Assemblée nationale. Au-delà de cet acquis légitime, qui du reste est l'expression d'une majorité après consultation, il y a peut-être une curieuse envie de comprendre au fond c'est quoi véritablement l'importance de députés de la diaspora. Il se présente à nous un petit chapelet de questions dans le désordre. Par exemple, est-ce une réponse politique de l'État? Est-ce un besoin urgent? Le nombre n'est-il pas excessif? Les 150 députés d'alors ont-ils jamais eu le profil de l'emploi ou ont-ils jamais fait le job? C'est à se demander si on n'est pas aujourd'hui dans une sorte de catégorisation, selon qu'on soit un Sénégalais de la diaspora ou un autre qui réside sur le territoire. Mais au-delà des commentaires sous-tendus par d'éventuelles conséquences financières ou des appréciations politiquement inspirées, la fonction de député est elle-même et se veut standard. Elle n'a qu'un seul et unique point focal, la défense des intérêts des citoyens. Alors, ce rajout de 15 députés de la diaspora impose à notre Assemblée non seulement une profonde introspection, mais également une vraie rupture dans sa façon d'exister et de fonctionner. En définitive, on peut se réinjecter la fameuse formule de Barack Obama dans l'affirmation « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes ». Mohamedou Papis Diaw, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le Tout en Image. Ce sera avec Daniel Diouf. Dans quelques instants, l'invité du 20h. Il s'agit du professeur Samba Thiam, directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Il sera avec Mamouli Barakan. Bonsoir.